Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous voir connectés pour ce nouveau rendez-vous J'améliore mes pratiques. Donc, vous êtes désormais invités tous les troisièmes jeudis du mois à suivre cette visioconférence de 30 minutes. Visioconférence qui est portée par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction qualité, et dont le but est de partager les résultats et surtout les propositions d'actions d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui ont été conduites au CHU dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. Donc, dans un premier temps, nous allons vous inviter à couper vos micros et nous vous repasserons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à partager vos questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre directement la parole. Et donc, ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou en équipe. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chacune des visions est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OWA qui est dédiée à ce rendez-vous. N'hésitez pas à vous renommer sur Zoom, ce sera plus facile pour établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra en fin de réunion sur un nouvel onglet de votre connexion. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Sylvie Jacquard et Fabien Lindenberg qui vont vous parler des bonnes pratiques de perfusion. Très bien, merci Morgane. Donc oui, effectivement, nous allons vous faire un retour en fait sur l'évaluation des pratiques de perfusion qu'on a menées au CHU. Et pour démarrer, donc je vous propose de faire un petit retour sur le contexte en fait et pourquoi en fait nous avons réalisé cette évaluation des pratiques de perfusion dans l'établissement. Alors, il se trouve que, de manière un peu concomitante, le MEDIT des Pays de la Loire a créé un groupe de travail sur la thématique de la perfusion, auquel le CHU de Nantes a été intégré. Donc, on a participé à ce groupe. Et en parallèle, en fait, il se trouve que le CAQES, en fait, le contrat que les établissements de santé signent avec l'assurance maladie et l'ARS, a intégré un nouvel. On ne vous entend plus. Vous nous entendez? Oui, ça y est. C'est revenu. Donc, je ne sais pas à partir de quand vous ne m'avez plus entendu. Parler du CAQES. Alors, donc effectivement, merci Cécile. Donc effectivement, la création du groupe de travail et puis la modification et l'apparition dans le CAQES d'un nouvel indicateur sur le bon usage des dispositifs médicaux nous a permis de travailler en fait avec le MEDIT de Pays de la Loire pour concevoir un questionnaire d'évaluation sur les pratiques de perfusion. Et au CHU, en fait, on a souhaité effectivement que cette évaluation soit inscrite au contrat de pôle. Donc, l'objectif de cette évaluation, c'était à la fois d'évaluer, d'avoir une photographie des pratiques au sein de l'établissement sur la perfusion, et puis aussi d'améliorer et de sécuriser les pratiques de perfusion à la fois par voie intraveineuse et par voie sous-cutanée. On avait défini au préalable pour l'enquête que la perfusion consistait en administration de médicaments ou de solutés sur une durée supérieure à 5 minutes. Le questionnaire s'organise en, on va dire, 5 grandes parties. Une première partie avec des questions qui portent sur la préparation des poches ou des seringues ainsi que leur identification. Une troisième partie sur les conditions de pose en fait, de la perfusion. Et les 2 dernières parties étaient plutôt destinées à questionner l'utilisation de dispositifs médicaux, les valves, les régulateurs. Et également interroger les modalités de changement des dispositifs médicaux sur la ligne principale de perfusion.
Alors, comment vont-nous procéder? Donc, tous les PHU, donc tous les services ont été interrogés. On a exclu simplement les services de consultation dans lesquels les pratiques de perfusion étaient peu fréquentes. Donc, on a réalisé cette enquête de manière transversale en utilisant donc un questionnaire. Il a été adressé à toutes ou tous les infirmiers, infirmiers puéricultrices, IBOD, IAD, IPA, manipulateurs en radiologie et également sages-femmes. Le recueil s'est réalisé entre le 1er décembre et le 31 décembre 2022, donc à partir de la grille d'évaluation que nous avions élaborée. Le service de santé publique nous a permis donc de réaliser un masque qui a été réalisé donc, dans le petit Sphinx. Et en fait, on a adressé à chaque professionnel de santé un lien Sphinx qui lui a permis en fait de répondre au questionnaire. Et les données ont été analysées par le service de santé publique. Voilà. Je laisse Fabien vous présenter les principaux résultats. Alors, tout d'abord, juste pour introduire ces résultats, ce travail il porte sur des généralités de la perfusion. Évidemment, il y a des cas particuliers qu'on n'a pas pu traiter, et donc là, c'est vraiment des généralités de perfusion. Donc, les points forts, tout d'abord, il y a eu un intérêt important sur cette thématique, puisqu'on a eu plus de 400 réponses. Globalement, le respect des bonnes pratiques de préparation et la pose de perfusion a été également très bien réalisé. L'identification des poches, et on peut noter également le respect des fréquences de changement d'EDM sur la ligne principale. Donc, vous avez quelques exemples de points qui ont été toujours globalement très bien réalisés. Si on va ensuite sur les points d'amélioration, le renseignement de la voie d'administration et l'heure de perfusion n'étaient pas globalement toujours bien réalisés, toujours bien renseignés. Les contrôles de date de péremption et plus particulièrement sur les dispositifs médicaux, il était noté que ce n'était pas tout le temps bien fait. Alors, il y avait plus d'attention sur les médicaments, moins sur les DM. La gestion des débits de perfusion également, il y avait quelques écarts. Alors, on a été volontairement un peu piégeux sur cet aspect-là. On sait que, notamment sur une gravité, la précision est très faible finalement. Un perfuseur par gravité, la précision, c'est de l'ordre de 40%. Et il y a plein d'éléments qui vont perturber ce débit dès qu'on va administrer plusieurs médicaments en même temps, quand le patient va bouger. Tout ça va perturber le débit, et ce qui nécessite d'avoir une attention particulière et donc d'être plus vigilant sur ces débits de perfusion. Lorsqu'on a un soluté qui est administré sur 12 heures, si on a une précision de l'ordre de 40%, on comprend qu'il peut y avoir des écarts importants. Donc, tout ça pour remettre en avant le fait qu'effectivement, il faut, en fonction du type de médicament, eh bien choisir comment on l'administre. S'il faut être plus précis, il faut plus aller sur un pouce de pompe. Et si on est sur de la gravité, il faut être conscient que c'est moins précis et il faut avoir une vigilance particulière. Et on a fait un point spécifique sur les régulateurs de débit. On savait qu'effectivement, il pouvait y avoir des écarts là-dessus. Tout cela pour dire que finalement, un régulateur de débit, ce n'est pas plus précis qu'une gravité classique. Un régulateur de débit, ce n'est ni plus ni moins qu'une molette un peu plus sophistiquée. Donc, ça va serrer finalement la tubulure, mais ça n'apporte pas une précision supplémentaire vis-à-vis d'une gravité. Donc, il faut quand même compter les gouttes via un régulateur de débit. C'était un peu le message. Par ailleurs, il y a aussi des contre-indications. Quand les solutés sont trop visqueux, on n'utilise pas un régulateur de débit. Donc, voilà, on a voulu insister sur cette partie-là. On a également des points sur les rinçages pulsés qui ne sont pas parfaits et sur lesquels on va réinsister. Et on voulait aussi mettre l'accent sur la différence entre l'intérêt d'un rinçage pulsé qui est plus à visée d'hygiène finalement. C'est l'action mécanique du rinçage pulsé qui va permettre d'enlever les résidus de médicaments ou les résidus de sang dans la perfusion et d'éviter que la voie se bouche. Ce n'est pas ce rinçage pulsé qui va permettre de récupérer un médicament qui reste dans les lignes de perfusion. C'est pour ça qu'on voulait aussi faire la différence avec rinçage d'une ligne de perfusion, d'un perfuseur ou d'une tubulure, où là, l'objectif, ça va être d'éviter la perte de médicaments. Il faut savoir que dans un perfuseur simple de 1,50 m, le volumeur peut aller jusqu'à 20 ml. Donc, si on administre un médicament de 100 ml, 20 ml, ça peut être assez conséquent.
Et donc, il faut être conscient de ce volume mort et du rinçage qui va permettre de récupérer les médicaments qui sont restés dans les tubulures. Concernant le plan d'action, il est encore à définir, mais on a des propositions qui vont être faites. Alors, notamment des rappels de bonnes pratiques sur les péremptions, l'identification et des règles d'hygiène. Rappeler l'existence de tableaux d'incompatibilité. Il y avait également des éléments sur les notions de médicaments incompatibles qui sont administrés dans les tubulures. On envisage aussi des formations sur les rinçages pulsés, pourquoi et comment le faire. Sur l'utilisation des valves aussi, on a constaté des écarts entre qu'est-ce qu'une valve bidirectionnelle ou une valve anti-retour, qui ont deux objectifs qui sont différents, et à quel endroit je dois les placer dans le montage. Donc là, on compte faire des formations sur ces aspects-là. Et également sur les régulateurs de débit, puisqu'on a vu qu'il y avait des axes d'amélioration sur ces éléments. On va également compléter le kit parcours patient qui est disponible sur l'intranet. Un accès spécifique, un module spécifique sur les voies d'abord va être créé, où on va intégrer justement des documents de généralité autour de la perfusion pour rendre accessibles toutes ces informations. Les messages clés qu'on peut faire passer, alors la perfusion, on voulait l'objectif, c'est que la perfusion, c'est un acte quotidien et donc qui peut être banalisé. Et l'idée, c'est de faire une piqûre de rappel, puisqu'il y a beaucoup de risques qui entourent cette pratique, notamment un risque infectieux, des erreurs de débit, des incompatibilités. Et donc là, l'objectif, c'était de remettre en lumière régulièrement toutes ces notions pour qu'il y ait pour prendre le moins de risques possible. Et pour la sécuriser, effectivement, il faut respecter toutes les bonnes pratiques de perfusion, l'étiquetage, le respect des péremptions et avoir la connaissance et les indications des différents dispositifs qui sont utilisés pour la perfusion, que ce soit les valves et les différents moyens qui sont utilisés pour administrer les médicaments. Oui. Je te laisse conclure. Donc, déjà, on voulait vous remercier, puisqu'en fait, on a eu, comme je disais tout à l'heure, très bien 400 réponses. Donc, on a eu un fort taux de réponse en fait, à cet audit, à cette évaluation, donc, ce qui nous a été pour nous extrêmement riche en termes d'informations et ce qui nous a permis d'obtenir une photographie ou un état des lieux assez précis en fait, de la pratique de la perfusion au sein de l'établissement. Globalement, donc plutôt positif, parce qu'avec une bonne connaissance des bonnes pratiques, en fait, avec bien sûr des axes donc, à améliorer, donc en particulier, donc, comme le disait Fabien, sur la connaissance, peut-être aussi la manipulation de certains dispositifs médicaux. Enfin, on a plein de documents finalement dans la GED, dans Innov, mais des documents qu'on va devoir effectivement un peu restructurer pour que leur accès soit plus aisé et plus facile pour l'ensemble des équipes. Voilà, nous vous remercions et puis on est à votre disposition si vous avez des questions. Ou des remarques. En tous les cas, on va vous adresser, en fait, comme promis, par mail, en fait, chacun va recevoir effectivement les résultats en fait, de cette évaluation, donc de manière plus exhaustive. J'en profite également, à la pharmacie, on peut faire, alors là c'est des généralités comme je vous le disais, on réalise des groupes de travail plus personnalisés avec des services et parfois on peut mener des audits dans le service pour avoir une photographie plus détaillée du service et là on peut aller chercher des actions plus spécifiques et plus personnalisées en fonction des pratiques et des besoins des services. Ça peut être par exemple un montage de perfusion plus standardisé mais qui est adapté aux pratiques du service avec les valves bidirectionnels et anti-retour et ou anti-retour qui sont placés aux endroits adaptés, etc. Voilà, donc c'est aussi cette option-là et n'hésitez pas à me contacter par exemple pour envisager ce type de démarche avec votre service. Bonjour, moi je me présente, je suis Jérôme Herman, je suis formateur à l'IFSI et je suis aussi référent d'atelier pratique.
Quand vous abordez, par exemple, le régulateur de débit ou les valves anti-reflux ou les valves bidirectionnelles, est-ce que vous avez envisagé de travailler avec la formation continue sur la mise en place de supports vidéo et qui ne sont pas dédiés qu'aux professionnels, mais qu'on peut utiliser actuellement auprès des étudiants? Bah, effectivement, c'est des choses qu'on a évoquées quand on a fait notre retour et ce serait avec plaisir si on peut construire, par exemple, des vidéos qu'on pourra diffuser, que ce soit au niveau de la formation initiale ou du CHU. C'est une très bonne idée et on peut travailler là-dessus avec plaisir. Parce que nous, de notre côté, par exemple, quand vous abordez le rinçage pulsé, moi, je suis référent sur l'utilisation de la chambre implantable. On a créé un support, en l'occurrence avec votre collègue IPA qui est référente sur la formation continue des abords vasculaires. Et on a fait une vidéo sur l'utilisation de la chambre implantable où on aborde le rinçage pulsé. Ah bah, très bien, s'il y a déjà des supports très pertinents qui existent, on ne va pas réinventer la poudre et on pourra les communiquer en interne, effectivement. Ouais. Et après, vous avez utilisé le Covidit. C'est vrai que nous, quand on prépare nos interventions, moi, je me suis essentiellement basé sur la SF2H avec les recommandations sur les abords vasculaires, avec les dernières mises à jour de mémoire, ça doit être 2019. Oui, c'est ça. Ouais. Mais nous, lorsqu'on aborde les perfusions, on aborde rarement la valve bidirectionnelle et la valve anti-reflux. Et en l'occurrence, sur les chambres implantables, j'ai cru comprendre que dans la pratique, il y en avait de plus en plus au niveau du CHU sur les CCI, ce qui fait qu'on n'a plus de rinçage pulsé. Alors là, comme ça, c'est difficile d'avoir un élément. Il faut regarder le montage un peu dans la globalité. Comme je le disais, là, c'est des généralités. Après, il faut regarder plus en détail. Il y a des cas particuliers où, effectivement, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une valve bidirectionnelle? Là, comme ça, sur une chambre implantable, faut regarder le pourquoi du comment, mais effectivement, c'est pas forcément pertinent de mettre tout le temps une valve bidirectionnelle. Là, si vous voulez renforcer l'idée du rinçage pulsé, c'est vrai que le message que les étudiants nous rapportent, et qui peut être déformé du terrain, c'est que avec l'apparition de ces valves-là, il y a des pratiques qui tendent à disparaître, dont le rinçage pulsé. Alors, c'est pas le message, en tout cas, qu'on fait passer chez nous. Au départ, on était, via le service de l'UGRI, plutôt justement focalisé sur la gestion que ce soit des pipelines, des voies centrales, pour éviter justement que ces voies se bouchent. Donc, on insistait sur le rinçage pulsé sur cette partie-là. Néanmoins, si on suit les recos, il faut aller plus loin que ça. Dès qu'on administre un médicament, et d'autant plus si ce médicament peut être visqueux, théoriquement, il faut aller faire un rinçage pulsé derrière pour bien manager sa voie et éviter une problématique. Donc, on va plutôt dans ce sens-là au CHU. Donc, alors peut-être que les messages sont un peu dilués et derrière ne passent pas. Et c'est notamment pour ça qu'on fait ce travail-là et qu'on essaie de réinsister régulièrement pour éviter un mésusage ou des mauvaises pratiques. Mais ce que tu relèves, Jérôme, effectivement, c'est intéressant. L'idée, c'est vraiment, quand on parle de structurer la base documentaire, c'est reprendre ce qui existe déjà et effectivement de travailler en collaboration pour que les messages partent directement de l'IFSI et qu'on ait aussi votre retour sur les pratiques de terrain aussi pour voir les idées qui sont véhiculées et pour en faire des messages. C'est une bonne compréhension. Donc, on reprendra contact avec toi pour voir ce qui existe en termes de support, pour en construire d'autres si vous avez des moyens supérieurs aux nôtres en termes audiovisuels. Alors, on n'a pas de moyens supplémentaires, Cécile, c'est juste que nous, on a la FPC qui est juste à côté, qui nous prête, entre guillemets, le support vidéo. Et après, tout le travail de montage et autres, c'est moi qui l'ai réalisé. D'accord, ok. Mais par contre, la dernière vidéo qu'on a faite, elle a été faite avec Elodie, qui est donc notre collègue IPA sur la formation. Et on s'est mis d'accord sur les attendus pour que ça colle aussi bien à l'IFSI qu'au terrain et à la formation. Bon. Et comme on part sur les mêmes références de SF2H, du coup, on n'a pas de différence de pratique. La seule différence de pratique qu'on a… Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais tu as des retours sur les messages qui sont entendus ou déformés, c'est ça que je voulais dire. Ben non, je suis pas dire qu'on est sur les mêmes pratiques. Oui. Par ailleurs, les étudiants, quand ils viennent… Les étudiants, quand ils viennent en atelier, ils reproduisent forcément ce qu'ils ont vu sur le terrain. Il y a un mimétisme assez important.
C'est pour ça qu'on fait aussi ce travail et qu'on essaie d'homogénéiser les pratiques au sein de l'établissement pour justement éviter qu'il y ait des écarts. Par ailleurs, c'est vrai que dans le contexte, on mettait au Medi de Pays de la Loire, ce n'était pas la seule source. Évidemment, on a regardé la SF2H, la SFAR, etc., les sociétés savantes. Et le message est assez, de toute façon, est unanime. Si je peux intervenir, hein, c'est Christelle Bidon. Bon, Jérôme soulève un point intéressant et nous, on s'est posé la question également. Et c'est pour ça que maintenant, quand on actualise, nous, des protocoles, on envoie aux différents instituts de formation. Mais je pense qu'en effet, il faut qu'on ait cette culture de travail ensemble et je pense que c'est dans tous les sens. C'est-à-dire que, Jérôme, si vous faites vous aussi des supports, quelque part, il faudrait que nous, on puisse aussi avoir une relecture. Tu vois, enfin, vraiment qu'on soit tous d'accord pour avoir les mêmes, enfin, en tous les cas, les mêmes messages à donner aussi bien aux étudiants que sur le terrain. Alors, en fait, on en avait déjà parlé tous les deux, Christelle. On va peut-être monopoliser la parole par rapport à tous les intervenants, mais on n'aura jamais 100% le même discours parce que nous, on est dans une formation initiale où les étudiants doivent se baser sur des recommandations strictes et on sait qu'il y a un écart très important sur le terrain et que malheureusement, l'adaptation au terrain fait que de temps en temps, l'écart est tellement important que nous, on ne peut pas le valider. Et donc, on est en dehors des clous de la pratique du terrain. Donc, on se base soit sur les recommandations de la SF2H, soit sur les protocoles sur Enov. Mais Jérôme, nous aussi, on se base sur la SF2H. Hein. Oui, mais on sait bien que sur le terrain, il y a des écarts parfois très importants de pratique. Oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, les recos sont les mêmes pour tout le monde et que quand on est au niveau de la formation initiale, en effet, il faut donner la meilleure pratique et donc s'appuyer sur les recos et que ça, on peut le bosser ensemble puisqu'on est tous les deux, en gros, sur du transversal. Après, quand c'est adapté au terrain, et ça s'entend, parce que des fois, ils ne peuvent pas vraiment appliquer complètement les recos. Le monde idéal n'existe pas. Mais en tous les cas, le message, il doit être le même. La conclusion de cet échange, en tout cas, c'est qu'effectivement, il faudra mettre tout le monde autour de la table pour avancer et construire les messages apportés. Très bien, on vous invitera et on fera valider ensemble le document. D'autres commentaires ? Je n'ai pas de questions dans le chat, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent ouvrir leur micro pour interagir avec les intervenants, n'hésitez pas. En tous les cas, on reviendra vers les professionnels de santé, puisqu'au décours en fait, de ce questionnaire, de cette évaluation, en fait, on a vu qu'on avait 70% des personnes qui ont répondu qui souhaitaient effectivement avoir des informations, en fait, en particulier sur l'utilisation des dispositifs médicaux. Donc, on aura effectivement… Et les dispositifs sont équivalents d'un service à l'autre ou il y a aussi des adaptations de matériel selon les dispositifs pour les professionnels, selon les services, je veux dire? Alors effectivement, il y a quand même des particularités. Alors globalement, on reste sur la même typologie de dispositifs médicaux, mais étant donné qu'il y a des pratiques différentes, un montage de perfusion dans une réanimation ne sera pas le même que dans un service de soins plus de médecine ou dans un bloc opératoire. Donc il va y avoir des petites variations. Mais globalement, une valve anti-retour reste une valve anti-retour, une valve bidirectionnelle reste une valve bidirectionnelle. Donc les recommandations un peu générales sur ces aspects-là seront les mêmes. Mais on essaie d'adapter effectivement en fonction. Les médicaments administrés ne sont pas les mêmes non plus. Donc typiquement, est-ce qu'on passe par une voie centrale, une voie périphérique? Est-ce qu'il y a des incompatibilités? Les incompatibilités, c'est un champ très vaste, il y en a des centaines. Donc on essaie de s'adapter aussi aux besoins des services. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure de régulateurs de débit. Ça, dans tous les services, ça va être à disposition des professionnels ou seulement dans certains services? Alors, globalement, c'est utilisé dans la plupart des services, les régulateurs de débit. Donc, le message qui sera passé sera le même. Après, une fois de plus, les besoins pourront être différents en fonction des services. Le message un peu global sur le régulateur de débit, c'est qu'il ça ne doit pas substituer une pompe à perfusion ou un pousse-seringue électrique. Et il faut être conscient qu'en termes de précision, ce n'est pas mieux que de la gravité. Donc, c'est-à-dire quand on règle le débit sur un régulateur, c'est une indication.
y a une mesure sur donc, le régulateur de débit qui est calibrée sur un NaCl 0,9%. Donc tout de suite, quand on administre autre chose qu'un NaCl 0,9%, eh ben, ce débit sera faux. Ça sous-entend qu'il faut quand même le contrôler en comptant les gouttes. Par ailleurs, tout de suite, dès qu'on va avoir d'autres médicaments administrés au même moment, eh ben, le débit peut bouger. Le régulateur de débit ne va pas s'adapter, donc il faut à nouveau ajuster et contrôler. Ça, c'est des notions qu'il faut avoir en tête. Et il ne faut pas se dire, j'ai une mesure qui est affichée sur mon régulateur, je la règle, terminé, mon mode débit sera juste et je peux passer à la suite. Je suis désolé, j'interviens encore, mais en même temps, ça m'intéresse énormément puisque c'est mon quotidien. Je croyais que la pratique du régulateur dépendait aussi de la position des régulateurs sur la ligne de perfusion et par rapport au niveau cardiaque. Alors ça, c'est une règle un peu générale sur la gravité. Un régulateur de débit, il peut y en avoir qui sont implémentés directement sur un perfuseur et il y en a d'autres qu'on va ajouter. Effectivement, la hauteur va jouer. C'est un des paramètres qui va jouer sur le débit. Parce que dans la pratique, ils sont dans le lit et ils ne sont pas forcément surélevés au-dessus du niveau du cœur. Oui, mais comme pour de la gravité. Un régulateur, c'est juste une molette un peu plus sophistiquée finalement. Donc, il faut le voir de cette façon-là. Ok, merci. Bonjour Marie Méhu, à la direction qualité. Moi, je me demandais si vous aviez l'intention de réitérer cette enquête, je ne sais pas, dans 1 an ou 2 pour mesurer éventuellement la progression ou pour vérifier si votre plan de formation, de sensibilisation a été efficace ou pas. Ça, c'est l'idée générale. Quand on fait ce type d'action, l'idée, c'est de réévaluer à 1 an ou 2 ans en fonction de la mise en place des actions. Effectivement, là, on est encore un peu dans la construction des actions, donc on n'en a pas encore discuté, mais effectivement, c'est l'objectif. Ok, merci. Je voudrais, c'est Rachida Boukari, donc hémovigilante au CHU. D'après ce que je comprends, les produits sanguins ne sont pas inclus dans cette étude puisque ce n'est pas des médicaments. Je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Oui, tu as raison, Rachida. Et est-ce qu'il serait possible, dans la formation, ce que vous comptez mettre en œuvre pour faire évoluer les pratiques dans le bon sens, d'y inclure également la transfusion de produits sanguins, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi quelques écarts, notamment peut-être en néonat ou en pédiatrie. Alors, ouais, complètement, c'est presque un sujet à part dont on a déjà parlé et sur lequel on voulait faire un audit spécifique sur la transfusion. Oui, justement. Qui nécessite aussi. Exactement. Donc là, on n'avait pas encore les ressources pour le faire. Donc on a dû reporter ce travail, mais c'est toujours dans notre to-do list. Et effectivement, l'idée, c'est de faire quelque chose de plus global sur tous les aspects de la transfusion, y compris l'administration qui nécessite un transfuseur et qu'il faut utiliser correctement. Il y a des étapes à réaliser. Enfin, voilà, il y a plein de choses à contrôler et des points de vigilance. Donc effectivement, mais c'était presque un sujet à part et spécifique qu'on souhaiterait traiter indépendamment. Mais oui, tout à fait. Donc on attend avec impatience ce travail. On vous remercie de nous l'avoir proposé. Mais dans les formations, est-ce qu'on pourrait faire de ce qui va en découler, est-ce qu'on pourra faire des formations communes, en fait, perfusion et transfusion, pour pas faire 2 fois les mêmes choses? Oui, complètement. Après, est-ce que dans la temporalité, on va réussir à coïncider ces différentes actions? C'est l'élément qu'il faudra regarder. Mais effectivement, ça paraît pertinent de traiter ces 2 points en même temps. Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que du coup, au niveau des contacts, si les personnes qui ont participé ou d'autres souhaitent vous recontacter, est-ce que c'est via la BP EcoSécurimed ou c'est via la pharmacie? Est-ce que vous pouvez juste... Sur la BP EcoSécurimed, vous pouvez nous envoyer vos questions si vous le souhaitez. Je ne sais pas si toi, sur la BP, c'est une BP pharmacie ou... Alors, c'est plus pour les préparateurs, donc moi que ça soit... sur ton mail. Ouais, sinon, c'est via mon adresse mail directement. Ok, mais on peut peut-être, merci beaucoup, et puis annoncer les prochains rendez-vous, des visios des mois à suivre.
Donc, du coup, le mois prochain, le 25 mai, on aura une visio donc, sur J'améliore mes pratiques sur les urgences vitales. Le 15 juin, une visio sur la décision médicale partagée. On fera une petite pause sur les mois de juillet et août et on pourra se retrouver en septembre avec une visio sur l'évaluation de la mise en place de l'unité relais à Pirmil. Donc, voilà, sur les pratiques d'orientation, l'amélioration des pratiques d'orientation des patients au CHU. Merci à tous pour votre participation. Merci si vous avez une petite minute pour remplir le questionnaire de satisfaction qui va s'ouvrir dans un onglet juste à côté de votre visio. Et puis, bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.